Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre de Psychanalyse pour tous. Aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler des souvenirs d'enfance, cette particularité des souvenirs d'enfance. Et nous allons voir un petit peu pourquoi nous les considérons si particuliers, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces souvenirs d'enfance. Alors Freud va nous raconter, il va nous dire que ses souvenirs d'enfance, et en fait il a commencé à s'en occuper parce que les patients venaient raconter leurs souvenirs d'enfance. Et donc, comme il venait lui parler des souvenirs d'enfance, et non seulement il parlait, il faisait, Céline, bonsoir, référence aux souvenirs d'enfance, sinon que ces souvenirs d'enfance, il les mettait, les patients, en relation avec leurs symptômes, avec les symptômes qu'ils présentaient en analyse. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, Faites bonsoir, ce qu'on va voir aujourd'hui, Nidal, bonsoir, attendez, il faut que j'aille chercher là parce que sinon je ne vais pas bien voir. Ce qu'on va voir aujourd'hui et qui est très intéressant, c'est que Freud, en s'occupant des souvenirs d'enfance, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va, Wissem, bonsoir, il va s'occuper, on va dire, Guy, bonsoir, il va s'occuper, comme toujours, de nous parler de comment fonctionne notre appareil psychique. Et donc, dès 1899, en 1899, Freud va déjà nous dire que la mémoire ne fonctionne pas comme nous pensons qu'elle fonctionne, sinon qu'en aucun cas elle est fidèle à ce que nous avons vécu. Et il va déjà nous le dire en 1899, vous vous rendez compte? Depuis 1899, nous savons que la mémoire n'est pas fidèle à ce que nous avons vécu. Nathalie, bonsoir. Donc nous ne pouvons pas croire à nos souvenirs. Ce que nous pouvons faire, c'est les analyser. Donc il va venir déjà parler de la mémoire d'une façon bien différente de la manière dont on en parlait jusqu'ici. Il va parler de l'oubli. Et il va parler du souvenir aussi, de comment, en fait, comment on se souvient, comment on oublie. Et il va montrer que l'oubli comme le souvenir sont en fait constitués selon des lois, selon certaines lois psychiques. Et non pas, comme nous avons tendance à le penser, selon certains sentiments ou sensations que nous pouvons avoir vis-à-vis de ces souvenirs. Et il va en plus, déjà en 1899, bonsoir Michel, il va déjà en plus montrer ce concept de temps dont on a déjà eu l'occasion de parler. Christiane, bonsoir. Et moi de même. Olivier, bonsoir. Et il va nous parler qu'il y a déjà ce concept de temps. Le temps de l'inconscient n'est pas comme le temps chronologique dans lequel nous vivons, on va dire d'une certaine façon, non, dans lequel nous nous organisons, on va dire, dans lequel nous nous organisons. Alors attendez, je vais regarder si je peux voir où je suis, pour voir un petit peu où je suis. Néléa, bonsoir. Bonsoir Néléa. Marlène, bonsoir. Céline dit, oui, j'ai pourtant l'impression que ce que je raconte de mon enfance est réel et a existé. Bah oui, bah c'est bien ça qu'il faut. Non, c'est bien cette petite révolution, je dis petite parce que la psychanalyse est une grande révolution, mais déjà ces informations sur notre mémoire, c'est bien quelque chose qui est très important, hein, de venir de la même façon. Et je reprends de façon classique cet exemple qui vient nous dire que grâce à la science, nous savons que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil. Grâce à Freud, nous savons que notre mémoire n'est pas fidèle, n'est pas une fidélité historique à notre histoire, n'est pas en relation directe, elle est en relation avec notre histoire, mais pas à ce que nous avons vécu. Et on va voir un petit peu de quoi il s'agit quand on peut faire un petit peu cette différence. Carlos, bonsoir. Donc je disais que Freud s'est intéressé aux souvenirs de l'enfance. Pourquoi? Parce que les patients, de la même façon qu'il s'est intéressé aux rêves, parce que les patients venaient raconter leurs rêves, et il s'est intéressé aux souvenirs, a commencé à étudier de quoi il s'agissait quand on parlait, quand les patients en fait
présenter, raconter des souvenirs dans leurs séances, et en plus que ces souvenirs, ils les mettaient en relation, Martine Bonsoir, à à leur histoire pathologique, avec leurs symptômes. Et, et il va dire, et il va nous parler, Milka, bonsoir Ovidovic plutôt, il va nous parler, et ça c'est très intéressant, il va dire qu'en fait, la majorité de nos souvenirs de notre petite enfance ne sont plus accessibles à la pensée adulte. C'est-à-dire qu'il va faire référence à ce premier temps de notre vie. Merci à vous, et Néléa. Ok, le cours de la culpabilité est très intéressant. Oui, donc le cours de la culpabilité, c'est le dimanche à 17h et vous pouvez vous inscrire. Donc ce premier temps de la sexualité, c'est le temps aussi de ce premier moment de la constitution du complexe d'Oedipe. Toute cette première partie de notre enfance, comme vous le savez, en fait, va être refoulée. Il va y avoir un premier refoulement. D'ailleurs, c'est ce premier refoulement qui va fonder l'appareil. Et c'est-à-dire que toutes les informations de cette première enfance, et Charbel, bonsoir, va être oubliée, refoulée. Non, le refoulement, c'est une manière d'oublier. Mais c'est un oubli particulier dans le sens où il va laisser des traces. Non, et après cette première période, après ce premier refoulement, on va dire Marie-Laure bonsoir, il va, Hakim bonsoir, ce qui va avoir lieu, c'est la période, ce qu'on appelle dans le développement infantile, cette période de latence. Donc, l'enfance, jusqu'à quel âge? Donc, on va voir qu'il y a cette première partie de l'enfance qui s'oublie et qui va pourtant laisser des traces ineffaçables, même si on ne s'en souvient pas. Et donc, Freud, il va s'intéresser à ces souvenirs dont on ne se souvient pas, on va dire, non? Et dont on ne se souvient pas, c'est-à-dire, on va voir que notre mémoire n'a pas accès à ces souvenirs. Toute cette première enfance, on ne se rappelle plus qu'on se promenait tout nu devant tout le monde. Non, on ne se rappelle plus. Alors, on se rappelle de certaines choses qu'on nous a racontées, parce qu'effectivement, on a des souvenirs de ce que on nous a raconté quand tu étais petite, tu faisais ceci, tu faisais cela, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Alors ça, on a l'impression que c'est des souvenirs, mais en fait, c'est les souvenirs des autres, hein, qu'on nous a raconté et qu'on s'est approprié en disant tiens, ça m'appartient. Parce que on nous l'a raconté. Mais en fait, nous-mêmes, nous n'avons pas, pratiquement pas de souvenirs. Alors il y a certaines personnes, non, entre jusqu'à 4 ans, on va dire, il y a certaines personnes qui ont des petits souvenirs, des fragments. Il parle de roman familial, il me semble également. Oui, mais le roman familial, oui, c'est aussi en relation avec ça, puisque c'est en relation avec, on va dire, avec Alexandra, bonsoir, c'est en relation avec le complexe d'Oedipe. Et Shrazad, bonsoir. Donc, mais ici, on ne va pas voir spécialement ça, sinon on va voir réellement de quoi il s'agit quand on parle de ces souvenirs d'enfance et un petit peu de notre relation avec eux, ce qu'on dit de nos souvenirs d'enfance et ce qui signifie pour la psychanalyse, on va dire. Est-ce que le refoulement qui provoque l'amnésie infantile? Oui. C'est le refoulement, Paulette, bonsoir, Myriam, bonsoir, c'est le refoulement le premier refoulement, on dit ce refoulement primordial qui va provoquer, après ce premier refoulement, en fait, on va rentrer dans cette période d'amnésie, de latence, non? De latence. Et c'est le refoulement qui provoque l'amnésie infantile. Donc on disait, mais pourtant, Annick, bonsoir, Daisy, bonsoir, Fleurette, bonsoir, pourtant, tout ça, ça va laisser des traces ineffaçables, hein, même si on ne s'en rappelle pas. Les autistes se souviennent de leur enfance. Je ne sais pas. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance dont je me rappelle en détail alors que je n'avais à peine 3 ans. Vous voyez. Donc, est-ce qu'il est essentiel de parler de ces souvenirs d'enfance en analyse? Non, il n'est pas essentiel. Donc, certains patients le font parce que ça apparaît, ils ont besoin d'en parler, mais ce n'est pas quelque chose, on ne demande pas aux patients de parler de ses souvenirs d'enfance. Parce qu'en plus, Freud, il va dire que ces souvenirs d'enfance
donc de cette première enfance, ben, en général on les a oubliés, ou si on se souvient de quelque chose, on se souvient de fragments, d'images, d'une petite séquence. Et en plus, la particularité de ces souvenirs, en fait, la particularité de ces souvenirs, c'est qu'en fait ils sont assez indifférents. On ne comprend pas pourquoi on se souvient de ça justement. Hein. Et il va nous dire que c'est seulement à partir de l'âge de 7 ans, à peu près, non, parce que pour chaque sujet, ça va être quelque chose de différent, mais que c'est à partir de l'âge de 7 ans où certains, parce qu'il y a certains pour la mémoire commence un peu plus tard, où l'enfant peut commencer, ou on peut, l'adulte plutôt, peut commencer à avoir des souvenirs de sa vie à partir de 7 ans d'une façon cohérente, d'une façon chronologique, c'est-à-dire qu'il peut exposer un petit peu sa vie, hein, de se rappeler de plusieurs souvenirs à partir de l'âge de 7 ans. Et nous avons aussi tendance à penser que, en fait, ce dont on se rappelle, c'est des choses importantes. On ne va pas se rappeler de choses qui n'ont pas d'importance pour nous. On peut penser que notre mémoire a sélectionné, non, les choses qui ont été importantes pour nous. Et que justement, ce qui est insignifiant, bah, il a dû être oublié. Hein. Donc, puisque nous pensons que ce dont on se souvient, c'est que ça nous a impacté. Hein, c'est qu'il y a eu un impact, parce que donc on associe la mémoire à quelque chose de fort. Hein, on associe que si la mémoire, si l'adulte se souvient de moments, c'est que c'était fort, que c'était important. Et en fait, Freud, eh ben, il va se rendre compte que il va dire, mais parfois les traumatismes préfacent recettes en mémoire jusqu'à âge adulte. Fétiche, je ne comprends pas bien la phrase. Donc, et il va dire ensuite aussi que, en fait, on est très surpris de voir que, en fait, qu'il y a des choses importantes qu'on sait qui ont eu lieu dans notre vie et pourtant on ne se rappelle pas. Alors ça nous surprend. Et on se rappelle de choses qui sont complètement indifférentes ou apparemment indifférentes. Hein. Et une autre chose aussi qui va être intéressante de penser par rapport à nos impressions infantiles, notre manière, c'est-à-dire que nous avons une manière de penser les souvenirs infantiles en pensant que bah, c'est normal qu'on s'en rappelle pas, on était tout petit. Donc on a une manière d'accepter ou d'accepter qu'on ne s'en rappelle pas. Fabienne, bonsoir. Et qu'on ne s'en rappelle pas puisqu'on était tout petit ou que c'est très long, c'est très lointain dans la mémoire. Donc, on justifie par des genres d'explications de pourquoi on ne s'en souvient plus. Et on va dire aussi, c'est parce que, en fait, notre appareil psychique ou le petit enfant de 2-3 ans, en fait, ou de 4 ans, en réalité, il était tellement peu mature qu'on peut expliquer à cause de ça, avec son manque de maturité, qu'il est tout oublié. Non. Mais en fait, Freud, il va dire, mais pas du tout. Un enfant de 2, 3, 4 ans parle sans aucun problème et il a un rendement intellectuel tout à fait capable de se rendre compte de ce qu'il est en train de vivre et qu'on ne comprend pas que ce n'est pas que l'oubli n'est pas en relation avec avec ce soi-disant manque de maturité. Et non, ce n'est pas en relation avec ça, il s'agit d'autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas parce que ça s'est passé il y a longtemps, sinon qu'il y a des forces qui sont en fonctionnement dans l'appareil et qui vont, d'une certaine façon, régler, ou plutôt réguler l'oubli et les souvenirs. C'est-à-dire que ce qu'on va voir, c'est que les souvenirs sont tendancieux. On ne se rappelle pas de n'importe quoi, on se rappelle de choses particulières. Et Freud, il va nous dire, reste grave, le trauma, mais c'est quoi le trauma ? Dans la mémoire infantile jusqu'à l'âge adulte. Mais c'est quoi ? Quel trauma vous parlez ? De l'âge adulte, non ? Normalement, la petite enfance, elle est oubliée. Et ce qu'on peut faire dans une analyse, c'est reconstruire certains souvenirs de cette petite enfance. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir un exemple aujourd'hui pour voir un petit peu comment on peut reconstruire, non, à partir d'un souvenir de l'enfance où on ne comprend pas de quel souvenir il s'agit réellement, et pourtant, qu'est-ce qu'il y avait d'important dans ce souvenir ? Donc il va dire que notre manière d'oublier est tendancieuse. Et donc notre manière de nous souvenir aussi est tendancieuse. Et il va nous parler, bonsoir Anna, et il va nous parler d'un livre qu'il a utilisé pour prendre plus d'expérience que les expériences qu'il a lui
simplement dans la consultation, sinon qu'il va dire, qu'il va faire référence à un livre de 2 psychologues français d'ailleurs, qui ont fait une enquête, qui ont réalisé une enquête sur une certaine quantité de personnes en leur posant des questions sur leurs souvenirs d'enfance. Et on va parler de ces souvenirs d'enfance, quand on parle de ces souvenirs d'enfance, de cette première enfance qui est jusqu'à 4 ans plus ou moins, c'est-à-dire vraiment les premiers souvenirs, entre les 2 et les 4 ans. Et il va nous dire, donc ces 2 psychologues ont réuni une quantité d'informations, et en fait, ce qui est particulier dans ces souvenirs qu'il présente, Salma Bonsoir, c'est qu'en fait les souvenirs dont se souviennent, non, les souvenirs en général des personnes entre les 2 et les 4 ans, en fait ce sont des souvenirs, on ne comprend pas pourquoi ils se souviennent de ça. Par exemple, il va donner un exemple, non, enfin dans ce livre, les psychologues ils vont donner un exemple, Regina Bonsoir, et désolé pour la mauvaise collection, et d'un professeur de philologie, non, de langue, où il avait le souvenir qu'à 3-4 ans, il se souvient d'une image où il y avait, la table était mise, à la maison, la table était mise, et qu'il y avait une assiette avec un morceau de glaçon dans l'assiette, un gros glaçon dans l'assiette. Et ça, c'est son souvenir. Et après, les parents racontent, donc les parents lui ont raconté que c'est à ce moment-là, Fatia Bonsoir, c'est à ce moment-là où la grand-mère est morte. Et que, apparemment, selon les parents, l'enfant a été très touché par la mort de sa grand-mère. Par contre, l'enfant n'a aucun souvenir de la mort de sa grand-mère. Le seul souvenir qu'il a, c'est ce glaçon, non, sur l'assiette. Donc, on va dire, c'est un souvenir. Alors, on voit déjà que c'est un souvenir bizarre. Hein. On a l'impression qu'il y a eu une intervention, qu'un souvenir comme ça, qui est ce qui mettait des glaçons dans les assiettes. Bon, déjà ça. Et ensuite, Freud, il va dire, mais pourtant, lui, il va pas considérer ça comme quelque chose de bizarre, non? Et il va dire, c'est apparemment une contradiction, mais peut-être que ce n'allait pas tant, non? Et il va nous dire qu'en fait, derrière ces apparences de souvenirs qui ont l'air d'être insignifiants, il doit très certainement se cacher quelque chose qui soit important pour le sujet, hein, qui soit important sur le sujet. Et il va dire que on peut penser que, au lieu de penser qu'il y a des choses qu'on a oubliées, on devrait plutôt penser qu'il y a des choses qu'on a omis. Omis. Donc c'est-à-dire, c'est pas oublié, c'est omis. Omis du verbe omettre. Hein. Et donc lui, il dit que dans son travail, il a eu la possibilité de voir qu'à partir de fragments, de souvenirs de ces événements infantiles de ses patients, en fait, de voir qui complétait l'histoire, c'est-à-dire qu'avec l'association libre du patient, il pouvait compléter le souvenir. Il pouvait voir qu'était l'élément important du souvenir du sujet. Et c'est à partir de là où, en fait, il va se poser la question, il dit, alors pourquoi nous oublions justement l'important et nous nous souvenons simplement de l'indifférent? Pourquoi on va oublier l'important? Et en fait, il va nous expliquer, c'est là où on commence déjà à rentrer dans cet appareil psychique pour voir comment il fonctionne. Il va nous dire, c'est parce qu'il y a 2 forces psychiques, hein, qui vont en fait lutter. Il va y avoir un conflit de 2 forces psychiques, hein, où en fait il y a un élément, une force qui va vouloir que le sujet se rappelle et une autre force qui va résister et qui va s'opposer à à ce souvenir. Hein. C'est-à-dire que dans le souvenir dont je me souviens, il y a ce que je veux me souvenir et il y a ce que je ne veux pas, ce dont je ne veux pas me souvenir. Donc, comme 2 forces, un qui veut et un qui veut pas. Et donc ça va produire ce qu'on appelle une transaction. C'est-à-dire qu'il y a une transaction entre les deux forces qui vont produire, par exemple, le glaçon sur l'assiette. Pour montrer que là, on ne comprend pas ce qui fait ce glaçon sur l'assiette, que très certainement c'est quelque chose que le sujet n'avait jamais vu ou de quoi il parle. Bon, on pourrait l'analyser, il faudrait faire parler le patient. Donc il va se poser la question, non, il ne va pas se poser la question, il va répondre en disant que évidemment on se souvient de choses indifférentes
parce que on se souvient de quelque chose d'indifférent dans ce qui est important pour ne pas gêner la conscience. C'est-à-dire qu'il y a une censure, ou qu'il y a plutôt un refoulement sur ce qui est important. Comme ça, la conscience n'est pas gênée par le souvenir, elle peut raconter son souvenir sans être gênée. Une sorte de compromis. Exactement, c'est un compromis, Nathalie. Peut-être que dans l'inconscient, on omet tout ce qu'on ne veut pas se rappeler. Pas dans l'inconscient, dans la conscience. Dans la conscience. C'est la conscience qui ne veut pas savoir. L'inconscient, lui, ça lui est égal. C'est la conscience qui est moraliste. C'est moral. Non, c'est la conscience qui a tous ses préjugés. C'est pas l'inconscient. Donc, il va dire qu'il y a, en fait, on va voir que le conflit va se résoudre avec cette transaction entre ce souvenir qui se présente, en fait, qui va être en association avec la chose importante. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a cette force, on parle de l'ouvrier de l'inconscient, c'est-à-dire l'inconscient qui travaille et qui va en fait utiliser un élément qui est associé, c'est-à-dire que à côté de ce glaçon, pour reprendre l'histoire du glaçon, il doit y avoir un élément important pour le sujet qui était associé ou par le mot glaçon, ou par la situation, ou par ce que nous raconterait le sujet, qui va être en association, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement. D'accord? C'est-à-dire ce qui est important a été déplacé à une représentation qui n'a pas d'importance. D'accord? Mais c'est là où il y a le souvenir. D'accord? Donc, on va dire que oui, le souvenir va marquer qu'il y a quelque chose. Si je m'en souviens, c'est que c'est important. Même si je ne vois pas l'information, c'est donc, Annie, bonsoir, il faut que je vois, non, ce qui est en relation avec cette importance. Et il va nous raconter, par exemple, un autre exemple du livre de ces psychologues français qui disent que, en fait, il y avait une patiente de Freud, qui avait des hallucinations, qui entendait des voix. Et les voix qu'elle entendait, c'était directement des passages d'un livre qu'elle venait de lire et qui récitait des passages entiers du livre. Et en fait, quand elle récitait dans la séance les passages entiers du livre dont elle se rappelait en détail, donc avec une très bonne mémoire, parce que répéter, non. Et on va le voir, Céline. Et ben on voit que on comprenait pas, parce que Freud il dit on comprend pas pourquoi, justement parce que c'était pas les parties dont elle se souvenait, c'était pas en relation avec sa vie à elle. Et il dit que avec l'analyse, en pouvant associer, en fait, on a découvert que c'était d'autres parties de l'œuvre qu'elle voulait oublier, parce que cette autre partie de l'œuvre, non, était en relation directement, donc avec des choses du sujet qui étaient, où le sujet, non, était en jeu. Ce n'est pas qu'il ne veut pas en parler, c'est qu'il ne s'en souvient pas. Comme le cas de Dora Mais le cas de Dora, c'est différent, fait-il, parce que dans le cas de Dora, c'était une pathologie. Là, on parle de tout le monde, de nous tous, de nos souvenirs d'enfance, de nous tous. Hein? Dora et dans l'hystérie, justement, il va mettre en relation ici, il va dire, dans l'hystérie, il y a une amnésie totale ou partielle de tous les souvenirs, même après les 7 ans en général. Mais ça, c'est quelque chose, on va dire, qui fait partie de la pathologie de l'hystérie. Mais chez nous tous, nous avons notre... Non, ça veut dire qu'on ne se rappelle plus, on ne se rappelle pratiquement de rien. Et il y en a quelques-uns qui ont la chance de se rappeler, de se rendre compte qu'ils ont vécu cette petite enfance, mais il y en a d'autres où il y a plus rien du tout. Alors on peut voir avec les photos, après, oh, quand on a pris des photos, tu te rappelles, là, donc on peut, et à partir des photos, on élabore des trucs, mais c'est pas vraiment des souvenirs, on va dire, non, c'est de l'élaboration. Pour les rêves aussi, non, exactement. Pour les rêves, c'est la même chose. Non. Certains dont je fais partie ne se souviennent quasi jamais de ces rêves. Peur de savoir. Peur d'aller les analyser. Mais je ne sais pas si c'est une peur. Vous ne voulez pas donner ce travail-là à votre psychanalyste? Bon, j'en sais rien, Fabienne. D'accord, donc ça c'est quelque chose, il faut analyser, parce que Freud, il va dire, on ne se souvient pas de ses rêves, mais des fois, vous avez dit, pratiquement jamais. Donc de quoi vous vous souvenez? Il faut prendre
le petit détail, on peut commencer à travailler à partir du détail. Hélas, certains souvenirs ont gravé la mémoire. Mais pourquoi, hélas? En général, on va voir, parce que si s'il y a des souvenirs qui sont gravés, comme vous dites, c'est un élément pour pouvoir analyser et pour montrer que ce n'est pas ce que vous pensez. L'hystérique ne se souvient de rien. Non, on ne va pas dire que l'hystérique ne se souvient de rien, sinon que dans l'hystérie, non, c'est une structure où dans la pathologie, ils ont tendance à éliminer, à ne plus se rappeler. Et il dit qu'en fait, il va dire que l'étude, parce que Freud, non seulement il travaillait comme psychanalyste, mais en plus le soir, il allait écrire, rédiger les cas pour voir pour aller étudier les cas, hein, et présenter des conséquences, des explications à ce que lui, il avait écouté pendant toute la journée avec ses patients. Et donc il dit que ces recherches sur les souvenirs infantiles indifférents, non, qui sont apparemment innocents, en fait, très souvent, ils cachent, on va dire, ils cachent des sens insoupçonnés, des choses qu'on n'imaginait pas du tout. Et Freud, comme il nous donne tout le temps des exemples pour nous montrer que c'est pas simplement qu'il affirme ça en disant allez, poum, vous devez me croire, sinon qu'il va nous donner un exemple et il va nous raconter, il va nous parler d'un de ses patients. Il dit que c'est un patient qu'il a eu, un homme de 38 ans, et il dit qu'il s'est présenté simplement parce qu'il avait une petite phobie, qu'il a résolu assez facilement, et que ce patient, à partir de là, il a commencé à s'intéresser à la psychanalyse. Et il a lui aussi lu le texte qui devait être à la mode, ce texte des deux philosophes français, avec le résultat de l'enquête qu'ils avaient fait. Et donc lui, il s'est souvenu aussi d'un souvenir d'enfance. Et il a dit, ah bah moi aussi j'en ai un. Et donc il a été voir Freud pour lui raconter son souvenir. Donc je vais vous raconter un petit peu pour voir un petit peu comment ça marche. Parce que les exemples de Freud sont des exemples exemplaires. C'est-à-dire que c'est pour réellement nous montrer le fonctionnement de l'appareil. Non, restez pas dans les détails, c'est pour nous montrer comment fonctionne l'appareil. Et donc, ce jeune homme de 38 ans va nous raconter et il se souvient, donc il dit qu'il devait avoir 3 ans plus ou moins, et il se souvient qu'il était dans une prairie qui était carrée, un petit peu en pente, verte, très jolie, et que dans l'herbe verte, il y avait des fleurs jaunes des fleurs jaunes qui sortaient de l'herbe. Et c'était une espèce de fleur, il dit, qui s'appelait les dents de lion. Et tout en haut de la prairie, en fait, il y avait une petite maison de campagne, et à la porte de la maison, il y avait 2 femmes qui parlaient. Il y avait une paysanne et il y avait la jeune fille qui s'occupait des enfants. Et donc, il dit, dans la prairie, non, il raconte son souvenir, dans la prairie, il y avait 3 enfants. Moi, que je devais avoir 2 ou 3 ans, et un cousin à moi, et qui était 1 an plus vieux que moi, et sa sœur, pratiquement du même âge. Et il dit, et on était en train de cueillir des fleurs. Et nous avions tous un bouquet de fleurs. Et il dit, le plus joli, c'était celui de la petite fille. Et il dit, et mon cousin et moi, on s'est lancé sur elle pour lui prendre son bouquet. Et la petite fille, elle est partie en courant et en pleurant jusqu'à la maison en haut, et que pour la consoler, la paysanne lui a donné un bon morceau de pain. Et quand les 2 garçons qui étaient en bas, ils ont vu ce qui se passait en haut, ils ont lâché les bouquets de fleurs, ils ont couru en disant, nous aussi on veut un morceau de pain. Et dans le souvenir, ce jeune homme va raconter, il dit, le goût du pain était délicieux. Donc il se rappelle le goût du pain en disant c'était excellent. Voilà le souvenir qu'il présente. Donc on demande pourquoi il se souvient de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce souvenir? Et Freud, il va déjà lui poser la question en lui disant et depuis quand vous avez ce souvenir? Vous vous en rappelez régulièrement? C'est un souvenir qui revient? Quand est-ce qu'il est apparu ce souvenir pour la première fois? Etc. Et en fait, il dit que
en fait, ce souvenir, il l'a jamais eu pendant son enfance, il s'est jamais souvenu de ça. Et il pense, parce qu'il n'est pas sûr, bien évidemment, qu'il s'en est souvenu à l'âge de 17 ans. Et il dit, pour pouvoir comprendre mon histoire, il va falloir que je vous raconte un petit bout de mon histoire pour que vous puissiez la comprendre. Il dit que, en fait, à cet âge, à l'âge de 17 ans, en fait, il avait eu la possibilité de revenir à cet endroit son village natal. Et de revenir dans cet endroit. Et donc il va raconter sa vie et il va dire que lui, en fait, il venait d'une famille aisée où le père travaillait dans le secteur de l'industrie et il vivait très bien donc dans ce village. Mais il y a eu une crise et en fait le père a tout perdu. Il a dû abandonner le village et toute la famille est partie à la ville. Et lui, il raconte que quand il était à la ville, il se sentait pas bien du tout et en fait les beaux bois de la campagne lui manquaient énormément. D'accord? Lui manquait énormément. Donc, il était triste d'avoir abandonné son lieu de vacances. Mais quand il est revenu à l'âge de 17 ans, où en fait il a été invité par une famille amie de la famille de ce village, et donc il est revenu dans ce village. Et il a pu se rendre compte le bien-être dans lequel cette famille vivait. Non, il dit que ce n'était pas comme nous, on comptait les sous, donc il n'avait pas récupéré la situation économique de la famille et qui vivait dans une situation assez sobre, on va dire, alors qu'eux, ils vivaient, selon lui, non, à ses 17 ans, il disait que en fait, c'était une famille qui vivait vraiment dans le bien-être. Et il dit en plus, je suis tombée dans une famille où en fait il y avait une jeune fille de 15 ans. Et il dit, dès que je l'ai vue, je suis tombée amoureux tout de suite. Il précise, il dit, c'était mon premier amour, très intense, mais que j'ai maintenu complètement en secret. En plus, la jeune fille que ses vacances ne duraient pas aux mêmes dates que lui, donc elle a dû partir, elle, étudier ailleurs, puisqu'elle ne pouvait pas continuer ses études dans le village, et donc elle est partie avant, et il dit que lui, du coup, qui était dans ce paysage merveilleux, il allait se promener, il faisait des promenades solitaires dans les beaux bois de son enfance, et qu'est-ce qu'il faisait dans les bois de son enfance? Il fantasmait. Fantasmait pourquoi? Pour rectifier le passé. Et ces fantasmes consistaient, il disait, si les affaires de mon père n'avaient pas décliné de cette manière, j'aurais pu continuer à vivre là, j'aurais une situation aisée, j'aurais pu grandir sain et fort comme les frères de la jeune fille. Et il dit, et j'aurais pu reprendre les activités industrielles de mon père, et j'aurais pu donc me marier avec ma bien-aimée. D'accord? Ça, c'était les fantasmes de ce jeune adolescent de 17 ans qui fantasmait tout seul en se promenant dans les bois, mais qu'il raconte à Freud. Donc, il raconte à Freud. Et il va dire que, bon, ça c'est son souvenir quand il a eu 17 ans, qu'il est rentré là, et il dit maintenant, si je pense à cette jeune fille, je suis complètement indifférent. Il dit pourtant, pendant très longtemps, enfin il dit très longtemps, pendant certains temps, il dit qu'il se rappelait de la couleur jaune de la robe de la jeune fille, et à chaque fois qu'il voyait quelque chose de jaune, il était ému parce qu'il l'associait à la robe de la jeune fille qu'il avait vue et au moment où il était tombé amoureux. Et donc Freud il lui dit jaune, couleur jaune, comme les fleurs jaunes des souvenirs. Ah. Et donc il commence à présenter une résistance, non, comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'il dit non, mais c'était pas le même jaune, c'était un jaune plus foncé, pas exactement le même que celui des fleurs, c'était la couleur jaune. Et il va continuer à raconter, donc il dit à Freud, il dit mais laissez-moi, je vais continuer mon histoire. Et donc il va raconter un autre événement de sa vie.
en fait, qui a eu lieu, Sabrina, bonsoir, qui a eu lieu 3 ans après, donc où il y avait à 20 ans, et en fait où il est revenu à ce lieu, ah non, pas, il n'est pas revenu à ce lieu de l'enfance, sinon qu'il a été passer des vacances chez sa tante. Et chez sa tante, donc à la campagne aussi, et là il a eu l'occasion de voir les cousins de se souvenir, hein, le cousin et la cousine de se souvenir. Et donc Freud en profite pour dire, et vous êtes tombé amoureux de votre cousine? Et il dit non, non, pas du tout, pas du tout. Donc il dit que, ah pardon, j'ai oublié un élément essentiel, il dit que la famille de ses cousins et n'était pas, l'économie familiale n'était pas tombée dans le malheur, et ils vivaient très bien. En fait, ils avaient réussi à à garder la fortune ou à continuer à être dans une bonne situation économique. Et donc la famille vivait avec une aisance économique que lui, sa famille n'avait pas. Et donc c'est pour ça que Freud lui dit, vous êtes tombé tout de suite amoureux de la jeune fille. Et il dit, non, non, pas du tout. Il dit, j'avais 20 ans, j'étais occupé avec mes études, et je pensais qu'à mes études, et que il s'est même pas occupé de la cousine, il a pratiquement pas regardé. Mais il dit, par contre, je soupçonne qu'à cette époque-là, mon père et mon oncle pensaient me marier avec ma cousine, et mon oncle avec sa fille, avec moi. Et il soupçonne que les parents envisageaient la possibilité d'un mariage qui aurait, bien évidemment, ce mariage aurait permis une aisance économique au fils, et en plus une aisance économique à toute la famille. C'est-à-dire que, non, il y a ces mariages qui sont pensés pour résoudre les problèmes économiques. Et donc, lui, le jeune homme là qui raconte son souvenir, il pense que très certainement son père a dû penser à ça. Mais comme lui, il s'occupait d'autre chose, le père n'est pas venu imposer ça. En plus, c'était quelque chose que lui, il soupçonne. Et il dit en plus que quand lui, il a terminé ses études, en fait, il a eu beaucoup de difficultés à trouver un travail. Donc, il dit que très certainement, et c'est pour ça que lui, il pense que son père aurait voulu qu'il se marie avec sa cousine, parce que ça aurait compensé, que ce mariage aurait compensé, en fait, tout le bouleversement que la situation du père, la situation professionnelle du père, avait provoqué dans la vie familiale. Donc, s'il se mariait avec la cousine, économiquement, sa vie aurait été résolue. Lila, bonsoir. Et Freud, il va souligner en disant l'élément le plus intense du souvenir, il va dire, c'est le goût du pain. Le goût du pain dont il fait référence quand il raconte son souvenir en disant le goût du pain était fantastique. Et donc, Freud, qui a l'habitude déjà d'associer, et qu'en plus qui connaît déjà un petit peu le fonctionnement de l'appareil psychique, et il dit que le fait que ce soit une sensation pratiquement hallucinée, non, que le goût du pain qui apparaît aussi fort comme ça dans le souvenir, c'est pratiquement comme une hallucination. Et il dit que très certainement c'est une idée, c'est en relation avec l'idée que vous avez fantasmé que si vous étiez resté dans votre lieu d'origine, vous auriez pu vous marier avec cette jeune fille dont vous étiez tombé amoureux et que vous auriez pu avoir une vie beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que cette vie fantasmée par ce jeune homme, en fait, est symboliquement représentée par le goût du pain. Celle-là, il nous explique comment, en fait, ça va être déplacé. Non ? Et non, donc, pour couvrir quoi ? La difficulté de cette lutte amère pour obtenir de l'argent pour pouvoir vivre tous les jours, que ça aurait résolu beaucoup de problèmes. Et donc il dit qu'en fait le goût du pain, ça fait référence au fantasme que ce jeune homme avait eu quand il avait 17 ans. Alors là on voit déjà qu'il y a une différence au niveau temporel. Parce que là c'est un fantasme, et il nous a parlé d'un fantasme quand il avait 17 ans, quand il est tombé amoureux de la jeune fille. Et en plus, il dit que c'est à ce moment-là où il s'est rappelé de ce souvenir infantile avec sa cousine et son cousin. Alors on voit déjà qu'il y a une déconnexion au niveau du temps.
on continue. Et en plus, après, il va dire, et la couleur jaune des fleurs du souvenir, c'est une allusion claire à la jeune fille dont vous étiez tombé amoureux. Non, c'est-à-dire le deuxième fantasme, l'amour. Donc d'un côté, il y a une partie du souvenir qui fait référence à la fin, et une autre partie du souvenir qui fait référence à l'amour. C'est-à-dire les grandes pulsions, les deux premières pulsions de l'être humain sont bien couvrir ses besoins économiques pour pouvoir manger tous les jours, et une autre, avoir cette satisfaction amoureuse de l'amour et de la sexualité. D'accord ? Et donc il dit que ça, c'est les deux grandes forces. Non, au départ, il va parler parfois il y a d'autres mécanismes psychiques qui aident le refoulement, s'il échoue comme déplacement, projection. Alors, on va voir ici, donc il nous explique, il est en train de nous expliquer pourquoi ce souvenir, pourquoi il a sélectionné ce souvenir. Et en plus, il va continuer, donc il dit que les deux fantasmes ou les deux désirs qui sont réalisés comme dans un rêve, qui peuvent être réalisés parce qu'en fait, son souvenir, c'est comme s'il ramenait un rêve. Et en fait, il va dire non, c'est comme s'il ramenait un rêve. C'est à la même valeur pour la psychanalyse. Son souvenir, ça a la même valeur que si il nous avait raconté un rêve. Et en fait, il dit donc ce sont les deux fantasmes, celui de la fin, c'est-à-dire une vie aisée pour ne pas se préoccuper justement de la fin, et l'amour avec la couleur des fleurs. Donc, donc dans un seul souvenir, ces deux éléments sont rassemblés. Et ensuite, il va dire que donc le jeune homme, il va dire, mais alors c'est peut-être pas un souvenir, c'est simplement un fantasme, c'est peut-être que j'ai jamais vécu ça. Non, peut-être que c'est juste un fantasme. Et Freud, il dit, non, c'est vrai que les données de notre mémoire ne nous donnent aucune garantie. Mais il dit, mais c'est peut-être un souvenir authentique. Et que justement, ce souvenir, vous l'avez sélectionné parmi tous vos souvenirs de l'enfance, parce que il avait ces éléments que vous vouliez exprimer, qui étaient en relation avec vos quoi? Avec vos préoccupations quand vous aviez 17 ans. Hein? Ou même, parce qu'il y a une partie en fait des souvenirs de quand il avait 17 ans et après quand il avait 20 ans, qui était la situation. Encore que non, parce que les deux en fait, c'était de voir, non, dans les deux cas, à chaque fois qu'il a voyagé, il a vu que l'autre famille vivait dans une aisance que lui, il avait perdue, parce qu'en fait, ses parents l'avaient eu, mais qu'il l'avait perdue. Mais Freud, il va dire peut-être que le souvenir est authentique, mais qu'il a été choisi justement pour pouvoir exprimer ces deux désirs. Les deux désirs que le jeune homme voulait réaliser. Non, vivre cet amour, et de l'autre côté, réussir à avoir une aisance économique. Et donc on va voir que Freud va nous dire, c'est quoi un fantasme en psychanalyse? C'est très intéressant ce que vous racontez, mais j'avoue que je décroche, je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors, il va nous dire que ça, c'est ce qu'on appelle les souvenirs écrans. Et il va dire que les souvenirs écrans, la particularité de ce qu'on appelle un souvenir écran, c'est qu'en fait, quand il représente dans la mémoire des impressions ou des idées d'époques postérieures, dont le contenu est en relation avec ce qui arrive au sujet au moment où il en parle. Et c'est pour ça que ce qu'il va nous dire, et qui est très intéressant, c'est qu'il va nous dire que alors premièrement, parce que le sujet aussi, il va dire, mais pourquoi je ne peux pas me souvenir directement que je voulais me marier avec la jeune fille et que je voulais me marier avec la jeune fille et que je voulais avoir une situation plus aisée. Pourquoi j'ai dû le transformer en cette scène très bucolique, très, très jolie et indifférente apparemment, non, puisqu'il s'agissait apparemment de rien du tout. Et il va dire que le fait que dans le souvenir, les deux petits garçons se sont lancés sur la petite fille pour la déflorer. La déflorer, c'est comme ça qu'on dit en français aussi, non? Et c'est-à-dire, c'était comme un viol directement, non? Comme une agression sexuelle de la part des petits-enfants dans le souvenir. Et donc il dit, c'est pour ça aussi que ça a été oublié et que ça a été transformé dans une situation
idéal, bucolique, où tout le monde, non, avec la petite fille qui pleure, où tout est joli. Et en plus, il dit la modestie dominante dans l'enfant qui existe dans le sujet. C'est-à-dire que ce sont des idées, des désirs qui ont été refoulés que le sujet, sans l'intervention de Freud, il n'aurait jamais pu connaître. Hein. Et donc qui ont dû être refoulés. Pourquoi? Parce que le sujet, il ne pouvait pas faire face à ça. Après lui, il a été capable de raconter à Freud que très certainement son père pensait le marier, etc. Mais tout ça, c'est dans sa conversation avec Freud. Hein. On ne sait pas si ça existait avant. Hein. Et donc, Freud, il va dire que en fait, le souvenir, ça présente une image déguisée de ce qui est réellement en jeu, qui sont des désirs de tout être humain. C'est pour ça qu'on dit que c'est un exemple exemplaire, parce qu'en fait, c'est comme si c'était un souvenir qui pouvait nous appartenir à tous, dans le sens où ce sont des désirs qui sont en relation avec tout le monde, l'amour et la faim. Alors, on n'a peut-être pas fait le même souvenir ou le même rêve, mais ce sont des désirs, non, que nous avons tous, d'une certaine façon, refoulés, des désirs infantiles que nous avons refoulés. Mais des désirs infantiles, mais en fait, ce qu'il va nous dire, c'est que déflorer des souvenirs, mais pas des dents, c'est déflorer les petites filles, Bertine. Je ne peux plus être à 21h le mardi, malheureusement. Ben, il faut travailler, hein, Christine, on a chacun ses obligations, mais bon, après, ça reste là. Et donc, c'est déflorer les petites filles. Justement, c'est pour ça qu'il va parler d'agression sexuelle. Hein, il va parler d'agression sexuelle, mais ça, c'est quelque chose qui est intolérable pour le jeune homme de 17 ans. Il ne pouvait pas penser que... Donc, ça a été déguisé. Donc, tout ça, ça a été déguisé. On a dit que c'était déguisé pour ne pas gêner la conscience, pour pas que la conscience soit gênée avec des idées qui viennent le perturber, on va dire. Donc, il parle du goût en disant délicieux. Très bien, Olivier. Oui, délicieux, exactement. C'est un délit. Ben, là, c'était un délit, non, de vouloir, de désirer, en fait, d'effleurer cette petite cousine de 3 ans. Mais donc, vous voyez, et ça, c'est intéressant parce qu'il fait référence aussi à la sexualité infantile, où l'être humain ne veut pas accepter qu'il existe chez les enfants des désirs comme ça aussi intenses. Et pourtant, ils existent. Et en fait, ce qu'il va nous dire, mais je pense qu'on peut arriver là, parce qu'il y a cette question à savoir si ce souvenir est vrai ou s'il a été inventé. Et en fait, ce que Freud va résoudre très bien, il va dire une chose, non, il va dire plusieurs choses. Il va dire que non seulement les souvenirs infantiles, non seulement ce ne sont pas des souvenirs infantiles, sinon ce sont des fantasmes actuels qui provoquent, qui produisent une manière particulière de se souvenir. Et non seulement ça, sinon qu'ils produisent un souvenir de la même façon qu'ils vont produire un symptôme. On va le produire de la même façon. Comme on va produire un symptôme et on va produire un souvenir et comme on va produire un rêve. Et quand le patient est en analyse et qu'il vient raconter un rêve, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a réellement vécu, mais ça a à voir avec la circonstance actuelle avec laquelle il élabore ce souvenir, ou le récit de son souvenir. Parce que vous rappelez-vous qu'on avait vu que chaque souvenir va se raconter d'une façon différente. Donc pourquoi, dans cette séance, justement, je me rappelle de tel souvenir et je fais référence à ce souvenir? Parce que c'est en relation avec ma situation actuelle psychique. D'accord? Et en fait, ce qu'il va nous dire, c'est ce qui nous intéresse en psychanalyse, c'est le récit du patient. Pas de savoir si le souvenir est vrai ou pas vrai. Peu importe si c'est un fantasme ou si c'était quelque chose, un fantasme ou quelque chose qu'il a inventé. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il nous raconte. On ne va pas aller derrière à voir si... Alors Freud, il le fait. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de faire ses recherches sur le fonctionnement de l'appareil psychique où il va venir nous dire que effectivement, c'est très certainement un souvenir où il y a des éléments du souvenir qui ont été vécus par le sujet, non, parce qu'il dit qu'il y a des traces mnésiques qui restent et qui ont été utilisées par le sujet pour fabriquer ce souvenir.
mais en même temps, il va se contredire et il va dire, mais dans un autre sens, on peut penser que c'est un souvenir inventé parce que la manière dont il a raconté le souvenir, il a dit, on était trois, moi et les deux autres. C'est-à-dire qu'il raconte l'histoire comme si lui, il n'était pas en train de la vivre, comme s'il n'avait pas vécu, sinon comme si c'était un tiers qui raconte l'histoire. Et donc il dit que quand on raconte l'histoire comme ça, non, le fait qu'on raconte l'histoire comme si il n'était pas réellement en train de le vivre, sinon comme si c'était un tiers, ça fait référence à que c'est quelque chose qui était inventé. Inventé, toujours inventé, mais avec des traces mnésiques. C'est-à-dire qu'on utilise du matériel qui existe. On ne se lance pas complètement, non, on ne part pas de rien. On ne part pas de rien. Il y a quelque chose qui nous a, non, qui a fait que on a choisi, à partir des traces, on a construit ce souvenir. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'il nous dit Freud sur ces souvenirs écrans, parce qu'après il va dire, en fait, tous les souvenirs de notre enfance sont des souvenirs écrans, et qu'on va chercher, non, quand ça nous intéresse, on va raconter en séance quand ça nous intéresse, quand tout d'un coup on va, non, pour une raison ou pour une autre. Pourquoi? Parce que c'est en relation avec la situation psychique du sujet. Après, il faut voir pourquoi c'est en relation avec. Non, il faut continuer à écouter le patient pour voir ce qu'il va nous dire, bon, voir pourquoi c'est en relation, se souvenir avec ce qu'il nous raconte encore comme maintenant. Donc, mais ce qui est intéressant, premièrement, c'est qu'on ne doit pas s'occuper de la vérité du patient, et que non seulement dans la profession, on ne doit pas s'occuper de la réalité du patient, on ne va pas l'accompagner dans sa maison, ni parler avec ses parents pour voir si ce qu'il nous raconte c'est vrai ou pas. On va écouter le discours. On va écouter ce que lui, il raconte comme matériel. Non, c'est pour ça qu'on dit que la psychanalyse, elle produit un nouveau niveau d'objectivité. On ne s'intéresse pas aux rêves que le sujet a rêvé, a fait, on s'intéresse aux rêves qu'il raconte. On ne s'intéresse pas aux souvenirs qu'il a vécu, on s'intéresse aux souvenirs qu'il nous raconte. Et on ne s'intéresse pas exactement aux symptômes, voir si le symptôme dont il nous parle, il est vrai ou pas. On écoute ce qu'il nous présente. Et c'est pour ça que ça, c'est ce qu'on appelle un nouveau niveau d'objectivité. On ne s'occupe plus de la réalité, la vérité, la réalité. La réalité pour nous, ou ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler la matière première pour pouvoir travailler, c'est ce que le patient nous raconte. Ça, c'est notre matière première pour pouvoir travailler. Et ça, ce qui est intéressant, parce qu'on peut dire, oui, bon, ça, c'est les histoires des psychanalystes. Non, non, c'est pas simplement les histoires des psychanalystes. C'est que quand une personne s'est analysée un certain temps, on peut dire de nombreuses années, ou ça dépend de chacun, on peut avoir une relation différente avec tous nos souvenirs. On va prendre une relation différente. On ne peut plus croire que tout ce dont on se souvient, c'est une vérité. On doit prendre, non, on va dire, on doit réussir à pouvoir mettre une distance entre ce que je dis que j'ai vécu, je sais qu'il y a une transformation. Je sais que ce que je raconte que j'ai vécu, et si j'en parle, et si je parle justement de ça, et même dans ma vie quotidienne, sauf que dans ma vie quotidienne, il n'y a personne qui m'écoute, ou très peu de gens. Donc c'est différent, mais je sais aussi que quand je parle dans ma vie quotidienne, tout d'un coup je vais faire référence à ça, ou je vais mettre en évidence telle chose ou telle autre, et c'est en relation avec moi. Ce n'est pas une vérité, c'est pas parce que j'en parle, c'est pour ça que nous devrions pouvoir améliorer nos relations sociales. Et ne plus vouloir imposer notre version, comme que c'est la vérité de notre version, sinon que c'est notre manière de voir les choses, et que l'autre il nous présente sa manière de voir les choses et sur un événement, et que lui il a vécu quelque chose de différent. C'est pour ça que la psychanalyse, c'est quelque chose qui devrait nous permettre d'apprendre à parler les uns avec les autres. Et quand je dis apprendre à parler, c'est-à-dire apprendre à écouter l'histoire que l'autre me présente sans dire « j'aime pas ce que tu me dis », tu me critiques, parce que tu présentes quelque chose de différent. Non, sinon, de pouvoir accepter que, que l'autre, il a évidemment une autre... Et donc, si il a une autre version, qui n'est pas plus vraie que la mienne, donc obligatoirement, on peut échanger. Et on échange quoi? Des idées, en fait, sur différentes versions. Et on n'a plus besoin de se disputer les uns avec les autres sur notre manière
de voir les choses. Et donc, ça simplifie bien évidemment énormément la vie. Fabienne, en tout cas, un effet du langage, donc de l'inconscient quand c'est en séance. Et un produit de l'inconscient. Donc, c'est pas l'inconscient, bien évidemment. Non, c'est une production de l'inconscient. C'est une production de l'inconscient. Bonsoir, Anna Freud. D'accord, Bernard, bonsoir. Non, donc, nos souvenirs, tout est relatif. Nous devons pouvoir apprendre à avoir une relation, on va dire, non, une relation plus distante avec ce qu'on appelle nos souvenirs. Parce que nos souvenirs sont... pourquoi? Après, on peut aller les analyser, mais ce n'est pas obligatoirement ce qui va être le plus intéressant. Parce que nous savons que dans tous ces souvenirs, en fait, quand on étudie Freud, on voit que dans tous ces souvenirs, il y a ces mêmes éléments que dans les éléments de ce jeune homme, c'est-à-dire qu'il y a la satisfaction des grands désirs des êtres humains qui se réalisent dans nos souvenirs, dans nos rêves, et que ce qui est en jeu réellement dans nos rêves, nos souvenirs et même la production des symptômes, c'est ces éléments qui nous touchent tous en fait. C'est ces désirs humains qui nous touchent tous. On continue la fois prochaine. Donc merci à ceux qui m'envoient des idées pour des prochains sujets. D'accord. Donc je vais voir de quoi je vais parler la semaine prochaine. C'est pas encore choisi, mais je vais l'élaborer. Donc merci de me donner des idées. Et on continue mardi prochain à 21h. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, qu'au plus on est nombreux, au plus on rigole, d'accord? Et que la diffusion de la psychanalyse, ce n'est pas ma responsabilité, sinon que c'est la responsabilité de tous ceux qui veulent bien en prendre la responsabilité. Bonne continuation à tous, et ceux qui veulent continuer à étudier ou étudier plus, vous savez que nous avons un cours, parce que ça c'est une petite tertulia, comme disent les Espagnols, mais que nous avons un cours sur la culpabilité le dimanche à 5h qui vient de commencer et auquel vous pouvez encore vous inscrire. Bonne continuation à tous, bonne fin de journée et à mardi prochain. Au revoir.